Bienvenue sur Agora. Aujourd'hui, nous allons aborder une découverte passionnante en physique quantique qui pourrait potentiellement éclairer le mystère de notre existence. Elle concerne l'entrelacement quantique et la théorie quantique. Nous explorerons les boules Q qui pourraient être liées à notre existence avant d'aborder l'entrelacement quantique, comment cela fonctionne et quelles sont ses implications pour notre compréhension de l'univers. Nous discuterons aussi à propos de l'évolution de la théorie quantique au fil du temps. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir des concepts scientifiques étonnants qui pourraient changer votre vision du monde. En avant, l'évolution de la théorie quantique au fil du temps. Au début du XXe siècle, la physique quantique a émergé suite à la découverte que l'énergie liée à une onde électromagnétique ne pouvait pas varier de manière continue, mais seulement par saut quantique discret. En effet, la physique quantique est une branche de la physique également appelée mécanique quantique ou théorie quantique. Elle est au cœur de la physique moderne et permet de comprendre la nature et le comportement de la matière et de l'énergie au niveau atomique et subatomique. Au fil du temps, la compréhension de la composition de la matière a évolué pour montrer que tous les éléments sont constitués d'atomes. Chaque atome est formé d'un noyau central contenant des protons et des neutrons, entourés d'électrons qui orbitent autour de lui. Les atomes sont extrêmement petits et peuvent être localisés en des endroits spécifiques. En d'autres termes, ils se trouvent à des emplacements précis dans l'espace plutôt que d'être partout à la fois. En effet, vers la fin du 19e siècle, l'existence des atomes est devenue controversée. Max Planck, un physicien allemand, a entrepris une étude sur les propriétés et le comportement du rayonnement émis par un corps noir dans le but de réfuter l'existence des atomes. En 1900, lors d'une conférence devant la Société allemande de physique, il a exposé sa théorie quantique. Il avait étudié le rayonnement émis par un corps incandescent en fonction de sa température et avait observé un changement de couleur allant du rouge à l'orange, puis au bleu. Pour expliquer ce phénomène, il a proposé que l'énergie existait en unité discrète, appelée quanta, plutôt que comme une onde électromagnétique continue. De plus, son équation mathématique a permis d'expliquer avec précision ce phénomène. Cette idée a conduit à la première hypothèse de la théorie quantique, selon laquelle l'énergie est quantifiable. En 1905, Albert Einstein a avancé l'idée que les quantas d'énergie électromagnétique étaient en réalité des entités physiques existantes, plutôt que simplement des constructions mathématiques abstraites. Cette hypothèse suggérait que la lumière se présentait sous forme de particules discrètes d'énergie plutôt que d'ondes continues comme on le pensait auparavant. Ces particules discrètes d'énergie lumineuse ont été nommées photons et sont aujourd'hui largement acceptées en tant qu'entité physique réelle par la communauté scientifique. L'hypothèse d'Einstein a généré un débat, bien qu'il y ait déjà un corpus de preuves établi en faveur de la théorie ondulatoire de la lumière. L'expérience de la double fente est une observation importante de cette théorie. Elle stipule que lorsque la lumière passe à travers une ouverture étroite ou une fente, elle se dévie, se faufile et se répand au-delà de celle-ci. Cela est dû au phénomène de diffraction qui est un résultat de la nature ondulatoire de la lumière. En effet, si deux fentes sont découpées côte à côte, cela crée des interférences. Les ondes qui se sont diffractées à travers les deux fentes se combinent pour produire un motif de bandes alternées, de clair et de sombre, appelées des bandes d'interférence. Cette caractéristique n'est pas uniquement observable pour la lumière, car on peut facilement démontrer l'interférence des ondes en les utilisant dans l'eau. En 1911, Ernest Rutherford a découvert que presque toute la masse et la charge positive de l'atome se trouvent concentrées dans un petit noyau atomique en son centre. Les recherches ont continué en 1913 avec Niels Bohr, qui a proposé un modèle pour l'atome d'hydrogène qui explique les observations spectroscopiques. Selon ce modèle, les électrons orbitent autour du noyau sur des trajectoires discrètes et définies appelées orbites, chacune correspondant à un niveau d'énergie spécifique pour l'électron. Erwin Schrödinger a développé en 1926 un modèle novateur de l'atome, dans lequel les électrons sont décrits comme des ondes plutôt que des particules. Cette théorie est en réalité basée sur le modèle classique des ondes, mais elle inclut des conditions quantiques grâce à l'utilisation de la relation de Broglie. Ainsi, la fonction d'onde donne une description probabiliste de la position et de l'énergie de la particule, plutôt qu'une description déterministe de sa trajectoire comme dans la physique classique. Par ailleurs, les physiciens ont rencontré des difficultés dès le début pour interpréter la fonction d'onde de Schrödinger. En 1927, Werner Heisenberg a formulé le principe d'incertitude, qui établit une limite fondamentale à la précision avec laquelle on peut mesurer simultanément certaines propriétés quantiques d'une particule, telles que la position et la quantité de mouvement. Selon ce principe, plus on connaît précisément la position d'une particule, moins on peut connaître précisément sa quantité de mouvement, et inversement. En 1930, Paul Dirac a formulé une équation qui décrit le comportement des électrons dans le cadre de la physique quantique et qui a conduit à la prévision de l'existence d'antiparticules. Cette équation, appelée équation de Dirac, est une généralisation relativiste de celle de Schrödinger, qui
qui prend en compte les effets de la relativité restreinte. En utilisant cette équation, Dirac a pu prédire l'existence de particules ayant les mêmes propriétés que les électrons, mais avec une charge électrique opposée. Pavel Cherenkov a découvert en 1934 un phénomène lumineux émis par des particules se déplaçant à une vitesse supérieure à celle de la lumière dans un milieu diélectrique transparent comme l'eau ou le verre. Ce phénomène, appelé rayonnement de Cherenkov, est le résultat de l'onde de choc produite par la particule en mouvement qui excite les atomes du milieu et émet de la lumière. Lorsque la vitesse de la particule dépasse celle de la lumière dans ce milieu, son émission prend la forme d'un cône appelé lumière Cherenkov. Richard Feynman, quant à lui, a apporté des contributions majeures à la théorie de l'électrodynamique quantique qui décrit l'interaction entre les particules chargées et les champs électromagnétiques. Il a développé une formulation mathématique qui repose sur le principe de la somme sur les chemins, également connue sous le nom de méthode des intégrales de chemin. Cette approche permet de calculer les probabilités des interactions entre les particules et les champs électromagnétiques, en tenant compte de tous les chemins possibles que peuvent emprunter les particules entre leur état initial et final. Sa théorie a été confirmée par des expériences très précises, ce qui en fait l'une des théories les plus claires et les plus testées de la physique moderne. En 1951, Bardeen a proposé une interprétation quantique de la supraconductivité. Il a montré que les électrons dans un matériau supraconducteur pouvaient former des paires appelées paires de Cooper, qui se comportaient comme des bosons plutôt que des fermions. Ce comportement permettait à ces paires de se déplacer sans rencontrer de résistance électrique. Cette théorie a été confirmée par des expériences ultérieures, ce qui lui a valu 2 prix Nobel de physique, en 1956 et en 1972, respectivement pour la théorie de la supraconductivité et à celle des transitors. Tout ce qu'il faut savoir de l'intrication quantique, ou entrelacement quantique. Les lois quantiques sont considérées comme étranges, et même Albert Einstein avait du mal à accepter l'idée de l'intrication quantique, qu'il décrivait comme une action fantôme à distance. Il a autrefois déclaré que la mécanique quantique pourrait permettre à des objets distants de s'interagir de manière instantanée sans qu'il y ait de contact physique entre eux. Ce phénomène a été appelé action effrayante à distance. Des expériences menées des années plus tard ont effectivement confirmé cette théorie. En effet, ce phénomène est difficile à comprendre. Il s'agit d'une connexion inextricable entre deux particules, peu importe leur distance l'une de l'autre. Si l'état de l'une des particules change, l'état de l'autre également change instantanément, comme si elles ne formaient qu'un seul système. Cela signifie que lorsque l'on modifie l'une des particules, cela affecte immédiatement l'autre, peu importe la distance qui les sépare. Ce phénomène a été confirmé de manière répétée en laboratoire depuis les années 1970, comme l'explique Nicolas Gisin, spécialiste de l'intrication quantique à l'Université de Genève. En effet, les scientifiques sont capables d'intriquer intentionnellement des particules, bien que les détails du processus restent en grande partie un mystère. En 2017, une équipe de chercheurs chinois a établi un nouveau record de distance entre deux particules indiquées. Ils ont émis des photons à partir du satellite Micius, puis les ont captés dans deux stations terrestres distantes de 1200 km. Malgré cette distance impressionnante, les photons sont restés intriqués. À peu près au même moment, une équipe dirigée par Nicolas Gisin à l'Université de Genève et une autre à l'Université de Calgary ont réussi à intriquer plusieurs millions d'atomes dans un cristal, bien que cette réalisation ne soit pas due à des effets quantiques. Par ailleurs, l'existence d'une connexion matérielle pour transmettre de l'information entre deux objets intriqués est une idée erronée qu'il faut abandonner pour comprendre l'intrication quantique. Cette idée a été rejetée par Einstein, qui soulignait que si cette connexion existait, elle devrait se déplacer à une vitesse plus rapide que celle de la lumière, ce qui contredirait la théorie de la relativité. En physique quantique, les corrélations entre deux objets intriqués ne peuvent pas être expliquées par une cause directe ou commune qui se propagerait de manière connue de proche en proche. Nicolas Gisin, un spécialiste de l'intrication quantique, admet que ces corrélations ne peuvent être décrites que par l'impensable hasard, la non-localité, la téléportation et d'autres merveilles quantiques. En somme, l'intrication quantique ne permet pas une communication ou une influence directe entre les objets intriqués. Leur connexion est plutôt basée sur une sorte de hasard difficilement explicable. Comme le souligne le physicien Nicolas Gisin, l'intrication permet à un événement aléatoire de se produire simultanément en plusieurs endroits. En outre, si nous pouvions abandonner notre compréhension familière de l'espace-temps continu, l'intrication quantique ne serait plus aussi mystérieuse et nous pourrions nous rendre compte qu'elle présente des propriétés uniques qui ouvrent des perspectives prometteuses pour des applications concrètes. Par exemple, elle peut être utilisée dans le domaine de la cryptographie pour établir une communication sécurisée entre un émetteur et un récepteur. Les boules Q, ces objets quantiques, pourraient être liés à notre existence selon certaines théories scientifiques. Un mystère majeur en cosmologie est de comprendre pourquoi il y a une prédominance de matière plutôt que d'antimatière dans l'univers, ce qui est crucial pour mieux expliquer les réalités de notre existence. Ainsi, une équipe de physiciens, théoriciens prétend avoir identifié une méthode pour résoudre ce mystère en détectant les ondes gravitationnelles émises par des objets quantiques étranges connus sous le nom de boules Q. En effet, chaque particule de matière ordinaire a un équivalent d'antimatière avec des propriétés opposées, et quand ces deux entrent en contact, ils s'annihilent mutuellement. Cela soulève un mystère fondamental car
car l'univers a été créé avec des quantités égales de matière et d'antimatière, et s'ils avaient interagi, ils se seraient tous anéantis, laissant derrière eux un monde vide. Cependant, nous existons. Donc quelque chose s'est produit et a permis à la matière de prédominer sur l'antimatière. Les scientifiques travaillent dur pour comprendre ce qui s'est passé pour que nous puissions avoir une vision plus claire. Ils ont émis une hypothèse selon laquelle les boules Q, qui sont des structures théoriques, pourraient être responsables de l'asymétrie matière-antimatière que nous observons aujourd'hui. Par ailleurs, la physique des particules nous enseigne que l'univers est constitué de champs quantiques qui recouvrent tout l'espace et décrivent différentes propriétés telles que l'électromagnétisme. Les fluctuations de ces champs créent des particules fondamentales qui composent notre réalité physique. Pour mieux comprendre le fonctionnement de ces champs, imaginez un trampoline étendu représentant l'espace avec une boule de bowling au centre. La boule de bowling crée une dépression dans le trampoline représentant l'énergie présente dans un point de l'univers. La théorie proposée par les physiciens Jan Affleck et Michael Dean en 1985 suggère que l'asymétrie matière-antimatière de l'univers pourrait être expliquée par la structure des champs qui ont dirigé l'expansion initiale de l'univers. Selon cette théorie, pour que l'expansion se produise, ces champs devaient avoir une faible profondeur, ce qui signifie que la boule de bowling au centre du trampoline n'était pas très lourde. Cette faible profondeur a permis à l'énergie qui régissait l'expansion de rester uniforme de la même manière qu'une balle roulant dans une dépression peu profonde ne perd ou ne gagne pas beaucoup de vitesse. La théorie d'Affleck et Dean postule que pour maintenir l'uniformité de l'inflation précoce de l'univers, le champ qui régnait à cette époque ne pouvait pas interagir trop fortement avec d'autres champs. Cependant, il interagissait d'une manière qui produisait plus de particules de matière que de particules d'antimatière. Pour éviter que ces particules ne se réunissent et ne s'annihilent mutuellement, le champ les contenait sous forme de grumeaux. Selon Graham White, physicien à l'Institut Kavli pour la physique et les mathématiques de l'univers, les boules Q sont simplement des morceaux de champ, c'est-à-dire des régions de l'espace-temps où le champ quantique a des propriétés particulières. Au fil du temps, ces boules ont continué d'exister et de s'étendre avec l'univers en expansion. En raison de leur nature, elles ont fini par devenir les objets les plus énergétiques et les plus massifs de l'univers, surpassant tout ce qui les entoure en termes de quantité d'énergie. Lorsqu'elles finissent par disparaître, elles laissent derrière elles plus de matière que d'antimatière, ce qui produit des ondes sonores qui agissent comme une source pour les ondulations dans l'espace-temps appelées ondes gravitationnelles. Les détecteurs tels que le laser interférometer Space Array de la NASA et le télescope souterrain Einstein pourraient mesurer ces ondes gravitationnelles ici sur Terre selon l'équipe de White. Elle pense aussi qu'il existe plusieurs théories pour expliquer l'asymétrie matière-antimatière de l'univers et il est possible que la théorie des boules Q ne soit pas la bonne. Cependant, cela est excitant car les scientifiques ont maintenant la possibilité de tester ces différentes théories à l'aide de détecteurs tels que le laser interférometer Space Array et Einstein Telescope. Si ces détecteurs trouvent des ondes gravitationnelles, cela prouverait la théorie des boules Q et serait une découverte majeure. Toutefois, même si les détecteurs ne trouvent pas ces ondes, cela ne serait pas une perte car on comprendrait que des théories plus simples sont probablement correctes et plus faciles à tester. En somme, la recherche sur les boules Q est une situation gagnant-gagnant pour les scientifiques, qu'ils trouvent des preuves de leur existence ou non. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et nous espérons que vous avez trouvé les informations que nous vous avons partagées intéressantes. Si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez nous encourager à en faire d'autres, nous vous invitons à vous abonner et à activer la cloche de notification ainsi qu'à laisser un pouce bleu. Vous pouvez également consulter les sources d'informations mentionnées dans la description de la vidéo. Nous vous remercions d'avoir regardé jusqu'au bout et vous donnons rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos sur Agora.